Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce live, le premier depuis la rentrée 2017. Alors aujourd'hui la thématique est très simple, c'est l'internationalisation des startups. Et pour ce faire, nous sommes là actuellement dans les bureaux de FeedsUp et nous les interrogerons à ce sujet étant donné qu'ils viennent de s'implanter aux États-Unis, à San Francisco notamment. Avant cette partie interview et découverte de l'écosystème de FeedsUp et de ses bureaux, nous allons faire une petite session, une première session sur la météo des startups, en lien évidemment avec l'internationalisation, et voir ce qui se passe dans le milieu du venture capital français, notamment en termes de levée de fonds, d'événements et de départ à l'international. Alors, pour commencer à ce sujet, Marion Chanéac, directrice d'investissement chez nous, et moi-même avons réalisé pour Caporn une étude sur les levées de fonds du mois de septembre. Et aujourd'hui, j'aimerais rebondir dessus pour amorcer le sujet de l'international et comprendre dans quelle mesure c'est une vraie problématique, en tout cas un vrai sujet très important pour nos startups et les startups de l'écosystème. En septembre, rapidement, 70 entreprises ont levé plus de 500 000 euros pour un montant moyen de plus de 460 millions d'euros. C'est énorme, la French Tech va bien, c'est un signal positif. Et ce qu'il est intéressant de noter, vous retrouverez tous ces documents sur notre site, bien entendu, mais c'est qu'il y a eu une prédominance de grosses levées de fonds. Et ces grosses levées de fonds ont toutes le même point commun, un départ à l'international qui doit être réussi. Pour citer 2-3 exemples, on voit que ManoMano a évidemment levé 60 millions d'euros. ManoMano, c'est une plateforme de services autour du bricolage et du jardinage. Le sujet, aller à l'international, se développer aux US et vraiment accélérer pour gagner de plus en plus de marchés. On y reviendra, mais il est intéressant que ces acteurs-là ont levé avec des VC étrangers. On peut citer Vulog qui va s'implanter dans la Silicon Valley. Vulog, c'est une solution, c'est un logiciel SaaS avec un boîtier embarqué pour l'automobile pour concrètement arriver à gérer à distance des flottes de véhicules. Et aujourd'hui, ils souhaitent s'implanter dans la Silicon Valley pour gagner des nouveaux marchés. On pense à Lyft, enfin tous ces clients potentiels qui sont vraiment de grosses mannes financières et des mannes de développement économique. Ils ont levé d'ailleurs avec un VC UK et français. Et enfin, on peut citer aussi DataIQ, qui est une plateforme d'analyse big data pour obtenir des analyses prédictives pour orienter son business notamment et d'un point de vue purement analytique piloté par les chiffres et avoir un impact opérationnel, qui a levé plus de 28 millions de dollars, je crois, pour également grossir à l'international en Europe et, si je ne m'abuse, aux États-Unis. Il y a deux choses que j'aimerais spécifier. Au-delà de ces grosses levées de fonds et du dynamisme français, c'est qu'on a de plus en plus de co-investisseurs étrangers. On a General Atlantic, un VC américain dans le cas de ManoMano. On peut citer Balderton, Python, Firstmark, Runa, Point9. Bref, l'écosystème est dynamique et intéresse les étrangers. Donc le sujet de l'étranger est important pour nos startups comme pour les investisseurs étrangers. Une petite parenthèse que je souhaite juste préciser sur aussi la typologie d'investisseurs qui est en pleine mutation. On a de plus en plus de fonds corporate. Aujourd'hui, c'est principalement des banques et des assurances qui s'intéressent à ces sujets. Bref, une mutation des startups, leur internationalisation, mais aussi des investisseurs. Une petite parenthèse également sur les verticales de prédilection et surtout les secteurs dynamiques. On se rend compte que dans la fintech et surtout dans la santé, il y a de plus en plus de levées de fonds, une dizaine pour la e-santé. Et c'est pas étonnant dans la mesure où une industrie aussi traditionnelle, presque conservatrice, a besoin de digital, de se digitaliser. Alors c'est ce qu'elle essaye de faire depuis, on va dire, 2 décennies maintenant, notamment avec le dossier médical partagé du début des années 2000. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont intéressés par cette question et il y a un véritable dynamisme à ce sujet. Bref, donc l'international est un vrai sujet pour ces startups. Sans être prosélyte, il est de mon devoir de citer VK, qui est l'une des startups du portefeuille Caporn, qui a également levé 12 millions le mois dernier pour renforcer sa position européenne et commencer à gagner de nouveaux marchés. Et toutes ces startups commencent vraiment à avoir un nouvel élan à ce niveau-là en termes de marché et de nouvelles stratégies d'acquisition. Côté événement, un petit focus sur ce qui s'est passé récemment. Je souhaitais parler du BPI InnoGénération, qui a eu lieu la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui a réuni plus de 33 000 personnes. Et évidemment, chez Caporn, nous avions la chance d'avoir 3 intervenants
dont Guillaume Dupont sur la relation grand groupe startup, Romain Vidal sur l'un de ses sujets de prédilection qui est le retail, mais aussi et surtout Damien Bourrel qui justement discutait, avait un débat sur l'internationalisation des startups et des fonds. C'est un sujet récurrent et d'actualité. Dernière petite news Caporn cette fois-ci, en lien là encore avec l'international. Nous avons annoncé la semaine dernière dans les Échos la levée de notre deuxième fonds de 130 millions et aussi l'arrivée d'un nouveau venture partner, Philippe Fickelstein, qui lui s'implante à New York, travaille depuis New York et justement nous permet à nos entreprises d'arriver sur le marché américain et de s'implanter plus facilement et de s'adapter à la culture, enfin toutes les problématiques que nous allons voir bientôt avec Olivier et Anne-Vue, puisque c'est un cas particulier, c'est un exemple concret. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire un petit tour des bureaux pour appréhender l'univers de FeedsUp. FeedsUp, on le rappelle, on verra s'ils aiment bien l'appellation, mais c'est le Criteo du monde physique concrètement. Donc une première rencontre de leur écosystème et puis ensuite on ira poser des questions à Olivier et Anne-Vue. Donc libre à vous de poser des questions en live, on y répondra par la suite. Donc Lison, si tu veux bien me suivre, mon caméraman chevronné, on va un petit peu découvrir leur environnement de travail. Donc là on était sur la terrasse, petit moment de détente, je suppose. Et donc là on a une vision un petit peu plus panoramique sur l'open space, relativement grand. On voit déjà Olivier et Anne-Vue, qu'on ira voir pas tout de suite, un petit peu plus tard. Et aussi Thomas qui nous réserve quelques surprises sur la partie un petit peu plus technique. Je te propose, disons, qu'on fasse un petit tour pour voir un petit peu leur environnement de travail. Donc, si je dis pas de bêtises, ils ont changé de bureau il y a un petit peu moins d'un an maintenant, évidemment pour faire face aux défis de recrutement. Et évidemment, l'équipe grandit assez vite chez FeedsUp, donc c'est un sujet. Donc voilà, tout ce qui est salle de réunion, open space, il y a un étage évidemment avec toute la partie technique et voilà, tout l'open space où beaucoup de choses se passent. Et ça, on réserve cette partie pour une autre fois. Là, on va aller interviewer et poser quelques questions à la partie plutôt commerciale. Donc, je t'invite à me suivre et on va se rendre compte un petit peu de cet environnement-là. Si on ne les dérange pas, ils sont partis. Donc, écoute, je te propose, disons, qu'on fasse un premier focus avec Thomas sur la partie technique et sur sa vision de FeedsUp et notamment sur la partie internationale. Thomas, est-ce que tu as 3-4 minutes pour nous, pour répondre à nos questions ? Alors du coup Thomas, est-ce que tu peux nous te présenter rapidement ? Bien sûr, ouais. Et nous dire un petit peu ce que tu fais pour FeedsUp, exactement. Eh ben, écoute, moi je suis chez FeedsUp depuis 4 ans, je m'appelle Thomas, je suis arrivé en tant que développeur, aujourd'hui je suis responsable plateforme et du coup je chapeaute une partie de l'équipe technique sur le développement des nouveaux produits et surtout l'évolution pour qu'on puisse délivrer toute la publicité dont on a besoin pour que nos clients soient contents. L'internationalisation, la récente de FeedsUp, a quel impact pour toi ? Est-ce qu'elle en a un déjà ? Bien sûr qu'elle et en a un. Tu peux un petit peu nous parler de tes problématiques ou des sujets du moment ? Les problématiques par rapport à la technique, c'est comment faire évoluer ta plateforme qui a été prévue d'un point de vue assez local pour la France ou l'Europe, sur d'autres réglementations, d'autres pays, des fuseaux horaires. Enfin, ça nous pose plein de petites problématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on s'est lancé à l'international. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est des nouvelles choses, c'est comment répondre à une nouvelle problématique pour développer tes produits et surtout arriver à trouver des solutions pour qu'ils soient extensibles aussi bien pour un client qui est aux US qu'en France. L'équipe technique, la partie technique, elle va rester en France ou tu vas devoir piloter des gens à distance Pour l'instant, l'équipe technique va rester en France, l'essentiel de la technique va rester en France. Du coup, on est par contre nous direct avec les média traders qui seront aux US et les commerciaux qui sont aux US, donc il faut quand même qu'on soit responsif par rapport à leurs demandes à eux. Et du coup, ça demande aussi une autre façon de s'organiser dans le travail, puisque du coup, il faut répondre aux mails assez rapidement, parce qu'eux nous envoient des mails la nuit, et le matin, il faut pouvoir répondre à leurs problématiques et trouver des solutions à leurs problèmes. Vous ne faites pas les 3-8 pour vos... Non. On ne fait pas les 3-8, mais on n'est pas très loin. Ok, très bien. Une petite dernière question, et ensuite nous irons voir Olivier à Anne-Vue. Est-ce que tu as une petite anecdote ou quelque chose à nous raconter sur ton environnement de travail ou l'ambiance ici chez FeedsUp ? Une anecdote, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi je suis chez FeedsUp depuis assez longtemps, presque les débuts, et du coup, l'environnement, c'est toujours un peu bateau de dire qu'on a un bon environnement de travail, qu'on s'entend bien, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un an, on était encore 8 dans un grenier, aujourd'hui on est 25 dans des beaux bureaux, et
Et on a su trouver une équipe et grandir avec une équipe qui met une bonne ambiance, toujours aussi sympa. Enfin, tu peux le voir quand tu regardes. On s'amuse bien tout en étant sérieux et on arrive à avoir un vrai truc. On a réussi, je pense, à passer de 8 à 25 avec le même état d'esprit. Ça, je trouve ça assez fort. Bon, félicitations. Merci pour ton temps. Pas de souci. On passe à Olivier et Anne-Vu, qui vont être obligés de répondre à nos questions. Maintenant qu'ils sont en live, donc il n'y a pas vraiment pas d'échappatoire. Je vous laisse vous présenter rapidement et nous refaire un petit débrief rapide sur FeedsUp. Vous allez avoir l'habitude. Ouais, je démarre. Donc, Anne-Vu, moi je suis le deuxième cofondateur de FeedsUp avec Olivier. Donc moi je suis issu d'une école d'ingénieur. Après j'ai fait un diplôme d'école de commerce. Ouais. Ça fait maintenant du coup 6 ans que je suis chez FeedsUp. Et je m'occupe de toutes les opérations. Donc à partir du moment où il y a un client qui arrive, s'assurer que toute la mécanique derrière, les équipes justement dont parlait Thomas tout à l'heure, travaillent bien, s'orchestrent bien pour délivrer la prestation avec succès. D'accord. À peu près tout pareil, sauf que moi je suis Olivier, je suis donc aussi cofondateur de la boîte. Je dirige notamment les sales et le marketing chez FeedsUp. Et là aujourd'hui, c'est entre autres moi qui pilote l'internationalisation. D'accord. Tu nous refais un brief rapide sur... ouais. Écoute, FeedsUp en quelques mots, c'est une plateforme de publicité mobile pour les magasins physiques dédiée aux enjeux des retailers physiques. Donc concrètement, on génère du trafic en magasin grâce à de la publicité mobile et on a des technologies in-store qui permettent de mesurer le nombre de visites qu'on génère pour ces retailers au sein de leur point de vente. Et dans un second temps, on les aide à retargeter leur trafic existant, c'est-à-dire comment je reprends le contact avec les visiteurs de mon point de vente au travers de publicité digitale. Ok, donc la question que je posais tout à l'heure en off et que vous devez souvent avoir, est-ce que l'appellation Criteo du monde physique vous plaît? Est-ce qu'elle est cohérente? C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Elle nous plaît dans le sens où si un jour on arrive à sortir une boîte aussi belle que Criteo, je pense qu'on sera tous hyper ravis. Après, le problème de l'appellation Criteo de ceci ou de cela, c'est qu'elle a été tellement galvaudée. Ouais, bien tout sûr. le monde est le Criteo de quelque chose. Le alors Uber, on est très proche d'un modèle à la Criteo, donc je trouve que l'appellation est juste, mais maintenant elle a tellement été utilisée dans des cas non justes que ça devient péjoratif presque. Voilà, on est FeedsUp, on essaie de transposer les modèles de publicité à la performance online. Ouais. Sur les besoins du physique, on transpose les modèles centrés sur le clic vers la visite point de vente physique, magasin. Voilà, donc je préfère qu'on se regarde à la limite de manière plus macro et pas uniquement sur l'aspect retargeting. Très clair. On arrive au sujet du jour, l'internationalisation. J'ai commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu le brief? On a vu ça dans les médias, le départ à San Francisco, etc. Quelle est la situation aujourd'hui et quelle sera la situation demain à court moyen terme? Nous, tout a démarré, je pense, fin 2016, justement quand on a finalisé la levée de fonds avec Caporn, entre autres, où on avait dans un coin de notre tête de tester sur 2017 la strate internationale de la boîte. Et pour nous, le premier marché à adresser, c'était vraiment les États-Unis, parce que en matière de publicité mobile, de retail, d'automobile, qui sont les secteurs d'activité qu'on adresse, c'était si ce n'est pas le marché numéro 1 dans le monde, l'un des plus grands marchés mondiaux. Donc on s'était dit il faut que sur 2017 on se fasse des convictions là-dessus. Donc on a candidaté à un programme d'accélération qui s'appelle Impact, qui est géré par Business France et qui permet en 10 semaines en fait d'accélérer une implantation sur les US. On a été pris, alors je crois qu'il y avait plusieurs centaines de candidatures, on était dans les 15 derniers, donc on était hyper fiers déjà. Et puis surtout ça nous a beaucoup aidé parce que sur Q2 on a été 10 semaines à San Francisco. On a travaillé sur le remarketing de l'offre, sur le remarketing du discours, à choper des rendez-vous, aller voir des clients, des prospects, etc. Et le but pour nous, c'était de nous faire une conviction. Est-ce que notre proposition de valeur est aussi bien perçue aux US qu'elle ne l'est en France? Tout ça a débouché sur, à la fin du programme, on avait déjà signé les premiers deals, on avait déjà des premiers partenaires éditeurs pour de la data. Donc on s'est dit, il y a un truc à faire sur le marché. Et donc sur cette rentrée là, on a décidé d'y aller un peu plus concrètement et de mettre du monde à temps plein sur place. Donc là, on est vraiment en mode lean startup pour l'instant, avec quelques salariés et surtout des forces de vente. D'accord. Mais l'objectif, c'est de prouver qu'on est capable sur cette deuxième phase, au-delà de signer quelques deals, de vraiment amorcer du gros business et puis de pouvoir s'y implanter de manière un peu plus costaud, quoi. Comment ça se passe le pilotage à distance? Vous faites des allers-retours, il y en a un de vous deux, voilà, les deux. Là, c'est vrai qu'on a la chance du coup d'être deux. Donc déjà, il y a plutôt une personne, en l'occurrence moi, qui s'occupe de la France, et plutôt du coup Olivier qui de plus en plus est sur les US avec des voyages réguliers là-bas.
Après, derrière, on a donc du coup une personne qu'on a envoyée justement, qui est un employé français qu'on a envoyé là-bas, qui avait déjà sur l'expérience précédente en fait ouvert des bureaux de start-up publicitaires à San Francisco. Ouais. Donc c'est lui qui nous pilote aussi tout ça à distance, sur place. Et puis nous on est surtout à échanger avec lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a démarré ce process pour aller voir à l'international, on a vraiment dû réorganiser aussi certains process dans la boîte, Ok. en matière d'email, en matière d'heures de réunion, etc. Donc on a beaucoup de réunions qui sont en fin de journée pour pouvoir les tenir à la fois quand on est en France et quand on est aux US. On essaye d'être moins sollicité en mail, que ce soit une vue ou moi, de manière à pas se réveiller. Parce qu'à San Francisco, en fait, tu as 9 heures de décalage horaire. Donc quand tu te réveilles, il y a quasiment toute la journée française qui est passée. Donc si tout le monde te noie de mails, tu te réveilles, tu as 200 mails à traiter, tu n'as pas commencé ta journée. Bien sûr. Donc on voulait éviter ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on a dû changer. Mais malgré tout, même si je suis un pied à San Francisco et 2 pieds à Paris en ce moment, quand on est là-bas, quand je suis là-bas, parce que c'est essentiellement moi qui y vais, c'est quand même 3, 4, 5 heures de boulot pour la France. Donc ça fait se lever tôt et après le reste sur le marché américain. Ça passe par un gros staffing. Est-ce que vous avez mis quelqu'un de confiance là-bas qui peut prendre le rôle de suppléant, on va dire? Ouais, c'est ce que Ouais, justement, c'est ce que je disais. Donc c'est Florian en l'occurrence, D'accord. qui nous a rejoint en février dernier et qui a justement déjà des expériences très similaires, avec succès d'ailleurs, dans le cadre d'ouverture de bureau à San Francisco. Il a travaillé avec nous pendant certains mois, il a fait ses preuves et puis maintenant on l'a envoyé du coup là-bas quoi. Donc, Ok. évidemment quelqu'un de confiance. Et pour en revenir sur les changements un peu organisationnels, aussi un truc tout bête, depuis qu'on a un bureau à l'étranger et du coup un salarié américain, on est passé English first. Voilà, maintenant du coup, D'accord. toutes les communications, la documentation est faite en anglais avant tout parce que sinon il va y avoir du mal à comprendre. Deux dernières questions sur l'international. Une assez classique, mais que j'aimerais bien comprendre. La différence un peu cliché de la différence de culture entre les États-Unis, le marché américain et le marché européen, voire français. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il faut juste appréhender les clients d'une autre façon? Comment ça se gère? Comment ça se gère? En fait, nous, ce qui nous a le plus marqué, c'est en fait, il faut être beaucoup plus concis quand tu vas vendre à des Américains parce que le temps qu'on t'accorde en cycle de vente, en rendez-vous commercial, est beaucoup plus faible. C'est des temps tu passes 15, 30 ou 60 minutes, c'est hyper processé. 60 minutes, c'est quand tu as vraiment énormément de chance et la plupart des rendez-vous, c'est entre 15 et 30 minutes. D'accord. Donc, tu as intérêt à être hyper concis pour faire passer tes messages. Et héroïste, quoi, je suppose. Héroïste, en tout cas, il faut que tu puisses présenter la valeur ajoutée de ta boîte en 5-10 minutes et qu'après tu gardes le reste du temps pour comprendre quels sont les besoins de ton client, comprendre quels sont ses enjeux. Et ça a changé parce qu'en France, tu as un meeting qui dure 1 heure, on te dit au bout d'1h20, tu veux boire un café, attends, on continue le truc. Bien sûr. À San Francisco, à 31 minutes de rendez-vous, on te dit désolé, je dois partir, j'ai mon prochain meeting. Est-ce que ça signifie que tout va plus vite pour les bons rendez-vous? Alors, les choses vont beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on t'accorde des rendez-vous beaucoup plus vite parce que les gens en font plus dans la journée, donc ils donnent beaucoup plus leur chance à des nouveaux venus. Beaucoup de choses se font à distance. D'accord. J'ai eu très peu de rendez-vous physiques. C'est souvent des Skype ou des coups de téléphone parce que les gens sont déjà le territoire est très grand. Ouais, bien sûr. Tout n'est pas centralisé à Paris comme en France. Et au-delà de ça, même au sein vraiment dans la Silicon Valley, dans la Bay Area, tu peux mettre 1h30 pour aller d'un point à un autre. Donc c'est 1h30 de perdu et les gens sont très héroïstes sur leur gestion du temps. D'accord. Et donc un des enseignements, c'est aussi que beaucoup de choses se font à distance. Et le troisième point, je dirais le gros changement fondamental, c'est la manière dont on a marketé notre offre. Il a fallu qu'on revoie tout notre pitch, tout notre deck pour coller à la culture américaine où il faut utiliser beaucoup plus de superlatifs pour être perçu, parce qu'un superlatif des fois est utilisé juste pour dire ouais c'est bien quoi, tu vois. Est-ce que vous avez l'image de la start-up française? Est-ce que ça vous colle un petit peu à la peau ou finalement tous les acteurs sont les mêmes et les meilleurs restent? Ça dépend. Quand tu es introduit par Business France, nécessairement tu es introduit avec une image de start-up française. D'accord. Après, clairement, quand tu vas parler travailler avec des groupes de distribution automobile aux États-Unis, etc., ils en ont rien à taper que tu sois chinois, français ou américain. Ce qui les intéresse, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que tu vas leur apporter en termes de business? Pas de cliché. Soit t'es bon, soit t'es pas bon, et voilà. Donc, en plus, notamment à San Francisco, tu as peut-être la moitié de la ville qui sont pas américains. Enfin, c'est des immigrés de tous les pays du monde. Donc, tu es dans un environnement où les gens ont l'habitude. Pas de discrimination à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de discrimination, mais au-delà de ça, c'est ni extrêmement positif d'être français, ni négatif. C'est soit t'es bon, soit t'es pas bon, quoi. Une dernière question, après on verra si on a des questions, Lison. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des futurs ou entrepreneurs du moment sur le départ à l'international et comment bien le préparer? Déjà, je pense que ça commence par effectivement bien préparer le terrain, donc y aller entre fondateurs,
faire des petits voyages bien espacés, regarder concrètement quelle va être la chance de la société là-bas en essayant d'amorcer en fait les premiers deals qui correspondraient finalement à ce qui a été fait en France ou dans le pays d'origine. C'est la première étape de s'y préparer parce que c'est vrai que là-bas c'est tellement vaste et il y a tellement de choses à faire finalement que il faut bien aussi cibler finalement le développement et les déploiements qu'on a envie de faire une fois qu'on y est, quoi. Et ça nécessite du coup énormément effectivement de préparation et puis des moyens évidemment. Tu es d'accord avec ça, Olivier? Bah évidemment. Évidemment, je pense qu'il faut aussi que tu organises ta boîte en termes de process pour qu'elle soit prête au moment où tu vas y aller, pour pas que tu rentres dans un mur sur ton marché domestique, parce que ça peut arriver aussi. Nous, on y allait de manière très pragmatique sur l'international. On s'est pas dit on fait rien à l'international, mais on va lever 15 ou 20 millions et puis on va essayer de faire des choses. On s'est dit on va essayer petit à petit de prouver des choses sur le marché qu'on cible, alors en l'occurrence les États-Unis, refinancer potentiellement la boîte derrière sur la base de ses learnings et de ses KPI et grossir comme ça de manière pragmatique. Donc ne pas engager trop d'argent trop tôt, parce qu'on a vu plein de boîtes qui se sont grillées complètement en allant mal ou trop tôt sur les US, entre autres. Et le troisième point, je dirais, faut pas se fermer des portes en se disant je suis français, donc l'étape logique pour mon internationalisation, c'est d'abord l'Espagne, après j'irai en Belgique. Ouais. Prenons le métier, enfin en tout cas le marché qui a le plus de sens pour notre métier. Ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Europe, peu importe, ça peut être l'Afrique. Mais moi je dirais, allez là où ça a du sens pour votre business, et pas là où c'est la logique d'aller par rapport à l'historique des boîtes françaises, quoi. Ok, très clair. Pour conclure, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ou voilà, quelque chose que vous souhaitez nous raconter au sujet de CapHorn ou devant notre environnement de travail ou une news, voilà. Nourrissez-nous d'un petit dernier truc avant la fin de cette interview. Est-ce que tu as une bonne news? Alors je réfléchis, une bonne news, il y en a tout le temps. On peut parler de la NRF peut-être. Effectivement, ouais. On a été sélectionné pour le plus gros salon retail du monde qui a lieu à New York, qui s'appelle la NRF. Ouais. Et donc on sera parmi les représentants de la French Tech. Il y a 12 startups qui sont embarquées par Business France. Ouais. Et donc on sera du voyage et on est hyper content parce que ça a beaucoup de sens pour notre strat US, ça a beaucoup de sens pour notre marché domestique qui est le retail, donc ça va nous donner beaucoup de visibilité. Donc voilà, on est hyper content là-dessus. Et c'est en janvier. Et il y a quelques autres startups CapHorn en plus pour faire notre petite promo. Avec Vecchia et Simplifield, si je dis pas de bêtises. Et SAV Group. Et SAV Group, exactement. Et SAV Group, exact. Et un dernier petit mot quand même pour une petite mention spéciale pour Romain Vidal. Est-ce que ça se passe bien avec lui? Romain est partenaire chez nous et s'occupe principalement du suivi avec vous. Hyper bien. Romain, ça fait un moment qu'on se connaît, puisque CapHorn est rentré à peu près il y a 1 an au capital chez nous, mais avec Romain, je pense que ça fait 3 ans qu'on se connaît. Donc on avait déjà commencé à tisser une relation professionnelle avant, et depuis on est hyper content et de l'apport de Romain, parce qu'il est hyper investi dans la relation avec FeedsUp, mais j'imagine que c'est pareil avec les autres participations, mais aussi de l'apport de CapHorn qui nous aide vachement, notamment en matière de bizdev. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par Théo par exemple, et c'est hyper précieux parce que du coup ça nous permet de nous donner une visibilité auprès d'acteurs du retail notamment, de manière assez régulière et assez quali, donc ça c'est top. Je vous avais même pas briefé sur le sujet, mais c'est quand même sympa. C'est vrai. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Nous on se retrouve Lison, merci Lison qui était notre caméraman d'exception, et on se retrouve la semaine prochaine avec Brand and Celebrities. Merci beaucoup.